Chers amis de l'Université du Temps Libre de Sanary, notre deuxième conférence se réfère encore à l'éveil et au réveil. C'est pourquoi j'ai demandé à Daniel Oser de partager avec nous son immense savoir. Depuis des années, il s'intéresse au cosmos, à la Terre, telle que nous croyons la connaître. Or, il va nous présenter maintenant l'univers au cours de son histoire. Les images qu'il projette sont émouvantes, car il s'appuie sur ce que l'on peut savoir grâce à la science. Mais il souligne, dans ce voyage aux confins de l'univers et au cœur de la matière, il confirme, il souligne tout ce que l'homme peut comprendre de ces espaces infinis. Éveil à la physique, mais aussi réveil pour la question de la vie. La vie de l'homme au milieu des étoiles, que représente-t-elle? Et quelles actions l'homme peut-il entreprendre pour sauvegarder l'univers dans lequel il vit et dont il est responsable? Professeur agrégé de mathématiques, Daniel Oser s'exprime avec clarté et avec la simplicité d'un grand professeur. Il a derrière lui l'expérience de l'enseignement supérieur, puisqu'il a dirigé la Subteco de Toulon et l'Institut européen de design. Je l'ai connu à l'époque où il allait dans les pays anglo-saxons pour les besoins de la recherche et pour le développement des enseignements qu'il dirigeait. Il a vraiment voyagé, soutenu comme tous les polyglottes par la connaissance et la pratique des 3 langues européennes, mais qui sont aussi des langues mondiales, le français, l'anglais et l'allemand. Je dois encore signaler que Daniel Oser est conseiller culturel du CERPS, autrement dit, du Centre d'études pour la recherche du patrimoine sanarien. Les questions que nous pourrions lui poser, nous les conservons pour le moment où il nous sera possible de nous retrouver dans la joie et l'amitié à la médiathèque de Sanary. Bonjour, nous allons parler de l'histoire de l'univers. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à l'histoire de l'univers? D'abord pour comprendre l'histoire de nos origines et essayer de connaître le devenir de cet univers dans lequel nous sommes. C'est aussi comprendre le mouvement des astres dans notre système solaire. Et puis c'est enfin réaliser que la connaissance de l'histoire de l'univers a été permise par des avancées considérables en sciences fondamentales, notamment en physique quantique et en théorie de la relativité, qui ont fait progresser la science, mais qui ont aussi généré des applications civiles et militaires très importantes, qui même ont des concrétisations dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, notre univers est constitué d'étoiles, de galaxies, d'amas de galaxies, mais aussi de vides immenses. Pourtant, à sa naissance, il y a plus de 13 milliards d'années, la matière était répartie de manière uniforme. L'origine et l'évolution de l'univers sont décrites par le modèle du Big Bang. Et selon lui, l'un des principaux moteurs de l'organisation de notre cosmos est la matière noire. Il y a plus de 13 milliards d'années, le Big Bang secoue l'univers, transformant l'énergie en matière. C'est le début de son expansion et sa température ne cessera de diminuer. Aux premiers instants, notre univers se présente sous la forme d'une soupe dense et extrêmement chaude, de particules de lumière, de matière et de matière noire. Ces particules interagissent entre elles,
entrent en collision et créent de nouvelles particules. À cette époque, il n'existe pas encore de planètes, pas d'étoiles et pas de galaxies. Très rapidement, la température baisse et les particules perdent de leur énergie. Alors que les particules de matière et de lumière continuent de s'entrechoquer, les particules de matière noire arrêtent leur collision avec la matière et n'interagissent plus entre elles. C'est le gel de la matière noire. Plus aucune particule de matière noire ne sera ensuite créée. Sous l'effet de sa force gravitationnelle, ces particules influenceront la structure de l'univers jusqu'à nos jours. Du côté de la matière, les quarks, parmi les plus petites particules élémentaires connues, se lient par 2 ou 3 et forment notamment les protons et les neutrons. Entre 3 et 20 minutes après le Big Bang, la température continue de baisser et permet aux protons et aux neutrons de s'associer pour former les premiers noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Lorsque la température devient inférieure à 1 milliard de degrés, la création de noyaux légers s'arrête. La nucléosynthèse primordiale s'achève. 380 000 ans plus tard, les électrons deviennent assez lents pour se lier au noyau et former les premiers atomes. Les électrons ainsi captés n'interagissent plus avec les particules de lumière qui peuvent désormais circuler librement. Cette lumière est la plus ancienne trace de l'univers détectable aujourd'hui. On l'appelle le fond diffus cosmologique. Les différences de couleur sur l'image représentent de très légères fluctuations de densité de matière. La matière noire pourrait expliquer ces contrastes. On a pu déduire de cette image la quantité de matière noire dans l'univers. Une longue période appelée âge sombre suit la création des premiers atomes. Durant cette période, la matière noire domine et déforme l'espace sous l'effet de sa gravitation en creusant des puits. Les atomes et la lumière y sont entraînés. C'est à ce moment-là que la formation des grandes structures débute. 100 millions d'années après le Big Bang, les conditions de création des étoiles sont enfin réunies. La naissance des premières étoiles marque la fin des âges sombres. Les fusions successives des noyaux légers dans le centre des étoiles vont former des noyaux plus lourds, comme le carbone, l'azote ou l'oxygène. C'est la nucléosynthèse stellaire. Au fur et à mesure, l'univers va se peupler d'étoiles qui se regroupent en galaxies sous l'effet de la gravitation. Les galaxies se réunissent ensuite pour former les plus grandes structures connues de l'univers, les amas et les superamas de galaxies. C'est la matière noire qui aurait façonné les grandes structures observées dans notre univers. Depuis 6 milliards d'années, on observe une accélération de l'expansion de l'univers. La présence d'une force nouvelle et inconnue, appelée énergie noire, en serait la cause. Aujourd'hui, l'énergie noire et la matière noire sont des ingrédients essentiels du modèle du Big Bang, puisqu'ils constitueraient 95% de notre univers. Des missions de recherche comme Euclide ont pour objectif de les caractériser. Ces recherches sont au cœur de la physique fondamentale, puisqu'elles pourraient révolutionner notre compréhension de l'univers. Alors, comme cette vidéo l'a montré, notre immense univers est composé de 3 constituants. D'abord, moins de 5% de ce qu'on appelle la matière ordinaire. Enfin, ordinaire, ce sont les corps célestes, les étoiles. Les physiciens diraient matière baryonique, le baryon étant une particule composite telle que le proton ou le neutron, donc des nucléons, qui constituent l'atome, le noyau d'un atome. Eh bien, donc cette matière ordinaire représente une très petite partie de l'univers.
Une partie plus importante, environ 5 fois plus importante, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Alors on l'appelle matière noire, ou dark matter, diront les astrophysiciens anglo-saxons. C'est une matière qu'on ne connaît pas très bien, qui est une matière donc hypothétique, composée de nuages moléculaires, de trous noirs, de proto-étoiles ou d'étoiles mortes, et qui, donc, je l'ai dit, représente environ 5 fois la matière ordinaire. Et puis, la plus grosse partie, plus des 2/3, c'est quelque chose qu'on connaît également mal, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, qui, bon, on va dire aussi qu'elle est hypothétique. Elle serait dotée d'une pression négative et d'une force gravitationnelle répulsive qui pourrait être à l'origine de l'expansion de l'univers. Alors, pour comprendre l'histoire de l'univers, on va être obligé de faire un petit peu de physique. Alors, la physique moderne a mis à jour que l'atome ne constitue pas le plus petit élément de la matière. Ce qu'on a pendant longtemps cru, eh bien les physiciens, les grands physiciens du début du XXe siècle, ont montré que les atomes, bon, on le savait, sont constitués de leurs noyaux, eux-mêmes composés de neutrons et de protons, et d'électrons qui orbitent autour de ce noyau. Le noyau représentant d'ailleurs à peu près le 100 millième de la taille totale de l'atome. Eh bien, on sait désormais, et on sait depuis plus d'un siècle, que cet atome est composé de particules subatomiques, de petites particules qu'on appelle des particules élémentaires. Alors, de ces particules élémentaires, on peut distinguer les particules de matière, proprement dites, qu'on appelle les fermions, et les particules médiatrices des interactions fondamentales qui s'exercent entre ces particules élémentaires et qu'on appelle les bosons. Le tout à une échelle de 10 puissance moins 18 mètres. On est clairement donc dans l'univers de l'infiniment petit. Je note au passage que pour comprendre l'infiniment grand, puisque notre univers est infiniment grand, les physiciens ont eu besoin d'identifier avec la plus grande finesse possible le domaine de l'infiniment petit. Alors les fermions qui sont sensibles à l'interaction nucléaire forte sont ce qu'on appelle les quarks. Rappelons que l'interaction nucléaire forte est l'une des 4 interactions fondamentales avec l'interaction faible, l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle. L'interaction forte maintient ensemble les quarks et est donc responsable de la cohésion des protons et des neutrons. Les bosons porteurs de l'interaction forte sont les gluons. Les particules sensibles à l'interaction électromagnétique sont les leptons, tels que les électrons. Et l'interaction électromagnétique lie les électrons au noyau et peut, sous certaines conditions, créer des ondes électromagnétiques telles que la lumière visible ou les ondes radio ou d'autres types d'ondes électromagnétiques. Et le boson de l'interaction électromagnétique est le photon, qui, on va le voir tout à l'heure, ont joué un rôle considérable dans l'explication de la naissance de l'univers. Enfin, l'interaction nucléaire faible est responsable de la désintégration radioactive des noyaux et est à l'origine de la fusion nucléaire dans les étoiles. Également, nous aurons l'occasion de reparler de la fusion nucléaire dans les étoiles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire de l'univers va être expliquée à partir de quelques notions essentielles. La structure de la matière, qui constitue les étoiles et les corps célestes, la lumière, l'énergie et les forces qui s'exercent
sur la matière. Alors parlons d'abord de la lumière. La lumière peut être décrite à la fois comme un rayonnement. C'est donc la nature ondulatoire de la lumière qui avait été mise en évidence notamment par Maxwell. Et la lumière peut aussi être présentée comme un flux de photons, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, à ce stade, la lumière a une nature non plus ondulatoire, mais corpusculaire. Alors ce photon, c'est une particule de masse et de charge nulle. Il est porteur d'un quantum d'énergie que la lumière transporte. Ces quantums d'énergie, ou plutôt quanta, sont des paquets d'énergie transportés par la lumière qui se propagent dans le vide à une vitesse d'environ 300 000 km/s. Alors ce mot quanta est à l'origine de la physique quantique qui a fait considérablement progresser notre compréhension de l'histoire de l'univers. Alors c'est très complexe la physique quantique, donc on va se cantonner pour l'instant à des notions simples. En physique quantique, certaines grandeurs ne se manifestent que par des multiples de quantités fixes, souvent liées à la constante découverte par le plus grand physicien pionnier, précurseur de la physique quantique qui a été le physicien allemand Max Planck. Donc par exemple, les électrons et les photons peuvent avoir différents niveaux d'énergie, sans que pour autant, pour passer d'un niveau à un autre, ils passent par tous les niveaux intermédiaires, comme le ferait un automobiliste qui, pour passer de 50 à 60 km/h, va bien passer par tous les niveaux intermédiaires. Alors Max Planck fait une hypothèse, c'est que l'énergie d'un rayonnement ne peut s'échanger que par des multiples proportionnels à la fréquence de ce rayonnement. Et cette hypothèse a été vérifiée. Planck s'est intéressé à la quantification de l'énergie dans ce qu'on appelle le phénomène du corps noir. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et cette idée a inspiré de nombreux physiciens, et en particulier le plus célèbre des physiciens, qui est Albert Einstein. Albert Einstein a mis en évidence un modèle corpusculaire de la lumière. Alors, la contribution d'Einstein à l'explication de l'univers, de l'évolution de l'univers, s'appuie sur la théorie de la relativité. Alors, on va faire simple, dire que d'abord, Einstein parle de relativité restreinte, qui énonce, entre autres concepts, que l'espace et le temps ne font qu'un. Nous parlons d'espace-temps, et que le lien entre le temps et l'espace est la vitesse de la lumière. D'autre part, Einstein nous dit que la vitesse de la lumière dans le vide est invariable, indépendante de la vitesse de l'observateur et de la source lumineuse. Et cette vitesse est la vitesse maximale de déplacement. Einstein nous dit aussi qu'il existe une relation fondamentale qui lie l'énergie contenue dans la masse d'un corps et la masse de ce corps. C'est la fameuse relation E égale mc2 ou mc carré, dans laquelle c est la vitesse de la lumière, E est l'énergie du corps et m est sa masse. M étant exprimé en grammes et E en joules ou en électrovolts. En relativité restreinte, la masse, ceci est très très important, la masse peut être convertie en énergie, par exemple en chaleur ou en énergie cinétique ou autre, et à l'inverse, il est tout à fait possible que l'énergie soit transformée en masse. Donc ça marche dans les deux sens. Et l'histoire de l'univers est intimement liée aux réactions de fission, de fusion nucléaire et de collision de particules qui se décrivent selon la relation E égale mc2.
Alors, Einstein nous parle aussi de relativité non plus restreinte, mais générale. Alors, de quoi s'agit-il? La relativité générale est une théorie relativiste de la gravitation qui englobe et supplante la théorie newtonienne de la gravitation universelle. Pour Einstein, la gravité influence l'espace-temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présence de la matière, et plus généralement de l'énergie, puisqu'on a vu le lien entre matière et énergie, influence le mouvement des astres. Plus le champ de gravitation est important, plus le temps ralentit. Einstein met ainsi à jour la relativité du temps et l'influence sur le mouvement des astres de la présence de la matière, et plus généralement de l'énergie, en tenant compte des principes de la relativité restreinte. Les choses donc s'organisent. Les équations de la relativité générale permettent d'expliquer la plus grande partie de l'histoire de l'univers et de prévoir son devenir. Einstein nous dit que l'univers n'est pas régi par une seule grande horloge universelle, mais que chaque région de l'univers possède son temps propre, plus exactement son espace-temps propre. Regarder l'univers, c'est donc regarder les espaces-temps différents. Alors les équations de la relativité générale ont permis de mesurer, par exemple en 4 dimensions, la déformation de l'espace-temps généré par l'explosion d'une étoile. Là on commence vraiment à être dans l'explication de l'univers. Ou de calculer au milliardième de seconde près l'orbite d'une planète autour du Soleil. Autrement dit, cette équation de la relativité générale, qui est une équation fort complexe, ça marche. Alors autant dire que la contribution d'Einstein à la compréhension de l'histoire de l'univers a été déterminante. Alors nous allons justement revenir à cette histoire de l'univers. En préambule, je dirais que tout ce que je vais énoncer comme étapes sont à peu près certaines, pas totalement, et plus on remonte dans le temps, moins on sait ce qui s'est passé. Je vais être un peu plus précis au fur et à mesure des étapes de cette histoire de l'univers. Alors, commençons ce voyage dans le temps qui nous ramène il y a environ 13,8 milliards d'années. Plus on remonte dans le temps, plus l'univers est petit, il est extrêmement petit, plus il est dense, et plus il est chaud. Et donc, quand on remonte indéfiniment dans le temps, l'univers était donc infiniment petit, infiniment dense, infiniment chaud, et à un instant précis, il s'est produit ce qu'on peut appeler un peu improprement une formidable explosion. Donc ce petit point s'est mis à exploser et à grandir de façon extrêmement rapide, et à cet instant précis, on peut dire que démarre l'univers. Cet instant précis et les instants qui ont suivi ont été dénommés Big Bang ou Grand Boom la première fois par l'astrophysicien britannique Fred Hoyle en 1949. Le chanoine belge Georges Lemaître et d'autres, notamment Edwin Hubble, astrophysicien américain, ou Alexandre Friedman, russe lui, ont apporté des contributions éminentes à la théorie du Big Bang. Alors, le modèle du Big Bang présente les premiers instants de l'univers comme une période extrêmement courte, quelques milliardièmes de secondes, durant lesquelles, après l'explosion initiale, qui s'est déroulée pendant un temps infiniment petit, l'univers, à peu près uniforme en tout point, était composé de lumière non visible, de matière primordiale et de matière noire. Pour comprendre
comment s'est formé l'univers, il est essentiel de comprendre comment s'est formée la matière. La matière est constituée, nous l'avons évoqué déjà tout à l'heure, par l'assemblage de particules. Particules élémentaires, particules composites, noyaux, atomes, molécules. Et donc c'est à partir de ces premiers assemblages qu'ont pu se constituer progressivement les étoiles et les corps célestes. Mais cela a pris du temps. En effet, aux premiers âges de l'univers, cet assemblage était contrarié, car les particules de matière s'entrechoquent à des températures encore extrêmement élevées. Toutefois, environ 20 minutes après le Big Bang, commencent à s'assembler les premiers noyaux d'atomes, composés de protons et de neutrons. C'est ce qu'on a appelé la nucléosynthèse primordiale. À cette époque, la matière de l'univers consistait en un plasma ionisé très sombre. Le plasma, rappelons-le, est l'un des 4 états de la matière, avec les états solides, gazeux et liquides. C'est un état désordonné, constitué de charges. L'ion est un atome instable. On parle de ionisation de la matière. L'univers était sombre, bien que la lumière existait déjà, mais cette lumière était absorbée par l'ionisation. Ce n'est que très progressivement que l'univers passa de sombre et opaque à clair et transparent, à mesure que, très lentement, la matière s'est déionisée et recombinée, ce qui a permis le libre déplacement des photons. On sait aujourd'hui que les premières formations d'atomes qui se sont produites, il a fallu attendre 380 000 ans après le Big Bang. On a pu mesurer ce temps et on a pu dire aussi que, parce que la température avait suffisamment baissé, a pu s'opérer la première formation d'atomes, ce qui a libéré des particules de lumière et permis la formation d'un rayonnement électromagnétique qui constitue la première trace de lumière que l'on est parvenu à détecter. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique qui marque la fin de ce qu'on pourrait appeler l'univers primordial. La découverte dans les années 60 de ce fond diffus cosmologique par les physiciens américains Penzias et Wilson a été déterminante pour confirmer le modèle du Big Bang. Celui-ci avait en effet prédit, mais pas démontré, l'existence d'un rayonnement électromagnétique très ancien. Celui-ci s'est produit, donc je l'ai dit, environ 380 000 ans après le Big Bang. À cette époque, la température de l'univers était d'environ 3000 degrés. Et le plasma qui composait l'univers émettait un rayonnement de corps noir. Alors c'est quoi ce corps noir? Rappelons que le corps noir, c'est un objet qui a beaucoup passionné les physiciens et les mathématiciens. Le corps noir est un objet qui absorbe toute l'énergie qu'il reçoit. Il ne réfléchit pas. Il ne transmet pas. Par contre, il s'échauffe et émet un rayonnement dont la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la température. En raison de l'expansion de l'univers, on trouve toujours la trace de ce rayonnement, qui est désormais un rayonnement fossile, et qui se situe à une température beaucoup plus basse qu'à l'époque où il a été créé. Donc aujourd'hui, on le trouve à moins 270 degrés, donc, ou 3 degrés Kelvin, et est détectable aux 4 coins de l'univers, pour prendre une image. Compte tenu de la nature de l'univers, la notion de 4 coins n'a pas vraiment de sens, mais c'est pour dire qu'on peut le trouver vraiment partout. Et donc, nous avons une trace de ce rayonnement. À partir de là, l'histoire de l'univers se poursuit. À mesure que la température diminue,
l'univers connaît une expansion exponentielle appelée inflation cosmique. Donc, univers primordial, fond diffus cosmologique, inflation cosmique. Durant cette période d'inflation cosmique, l'univers s'est aplati et entre dans une phase d'expansion rapide, homogène et isotrope. Isotrope, ça veut dire dans un environnement à propriétés physiques invariantes. Et l'univers génère deux types d'ondes, les ondes gravitationnelles et les ondes de densité. Les premières, qui font aujourd'hui l'objet de travaux très importants, sont des oscillations de la courbure de l'espace-temps qui se propage à très grande distance et à très grande vitesse, à partir de leur point de formation, et les secondes, les ondes de choc, donc les ondes de densité, qui pourraient être à l'origine de la structure en spirale de certaines galaxies. Alors, on n'était évidemment pas présent quand tout ça s'est passé, mais on peut aujourd'hui reconstituer les premiers instants de l'univers et de ce fait mieux comprendre ce qui s'est passé. Cette reconstitution peut s'opérer dans ce qu'on appelle des accélérateurs de particules, dont le plus important se trouve à Genève. C'est ce qu'on appelle le LHC, le Large Hadron Collider, qui donc permet de, avec des températures pouvant aller jusqu'à 100 000 fois celles du centre du Soleil, faire s'entrechoquer des particules et comprendre comment leur masse a pu créer une énergie considérable. Alors, pendant cette phase d'inflation cosmique, l'univers est encore sombre. Et progressivement, les âges sombres font place à une période au cours de laquelle commencent à se former les premières structures. Donc nous sommes environ entre 3 et 4 millions d'années après le Big Bang. Les premières structures à se former sont ce qu'on appelle les quasars. Quasars voulant dire, ça vient de l'anglais, Quasi-Stellar Astronomical Radio Source. Ce sont des galaxies très énergétiques et très lumineuses qui comportent en leur centre un trou noir massif. Quand je dis massif, c'est d'une masse supérieure à plusieurs millions de fois celle du Soleil, mais dont la physique interne est encore aujourd'hui mal connue. Autour de ce trou noir, il y a un anneau de gaz et de poussière, et au-delà, des jets de gaz expulsés du disque sous l'effet des champs magnétiques du trou noir et atteignant une vitesse proche de la lumière. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux trous noirs ? Eh bien, le trou noir est un objet céleste qui est si compact que son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Pour s'échapper, il faudrait que la vitesse de libération soit supérieure à l'attraction gravitationnelle. Par exemple, une balle de tennis qui pourrait être lancée sur Terre à plus de 11 000 km/s échapperait à la gravitation, c'est-à-dire ne retomberait pas. Or, cette vitesse de libération ne peut être supérieure à la vitesse de la lumière, qui, on l'a vu, est la vitesse maximale de déplacement. Un trou noir est donc un astre dont la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière. Alors le mathématicien allemand Karl Schwarzschild a démontré l'existence d'un horizon du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui est une frontière immatérielle qui délimite la partie du trou noir à partir de laquelle la vitesse de libération atteint celle de la lumière. Il n'est pas possible pour différentes raisons, de voir un trou noir dans l'espace. Par contre, récemment, donc en 2019, il a été possible, grâce aux images fusionnées, aux données fusionnées de 10 points d'observation terrestre,
de reconstituer l'image d'un trou noir. Il faut comprendre que ces trous noirs ont des dimensions gigantesques. Alors, revenons aux quasars. Comment se sont formés ces quasars? Les structures qui se forment deviennent moins uniformes et non linéaires, et de ce fait, plus difficiles à étudier. Il est probable, néanmoins, que les premiers quasars se sont formés à partir d'effondrements gravitationnels, c'est-à-dire la contraction de la masse de gaz qui les compose sous l'effet de leur propre attraction gravitationnelle. Alors ces galaxies ont subi une phase importante de formation d'étoiles. En effet, c'est à partir des éléments plus légers, tels que l'hydrogène, l'hélium ou le lithium, que se sont formées les premières étoiles, qui se sont mutées en éléments plus lourds. Alors qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Une étoile est un objet céleste, a priori en rotation, a priori sphérique, composé de plasma, et dont la structure est modelée par la force gravitationnelle. Comment se forme une étoile? Eh bien, l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et sa fragmentation en plusieurs proto-étoiles. Ces éléments s'échauffent en se contractant et la température atteint une valeur telle que le cœur de l'étoile s'allume. À ce moment-là, l'hydrogène fusionne en hélium. Lors de sa formation, une étoile est essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium, qui sont les deux éléments chimiques les plus abondants de l'univers. Et une étoile rayonne sa propre lumière par réaction de fusion nucléaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des étoiles qui se sont formées à la naissance de l'univers, mais les étoiles vivent, elles meurent, et qu'aujourd'hui, de nouvelles étoiles se créent à partir de nouvelles galaxies, ou dans des galaxies existantes. Pendant la plus grande partie de son existence, l'étoile est en équilibre hydrostatique sous l'action de deux forces qui s'opposent, la gravitation qui tend à la contracter et à faire s'effondrer l'étoile, et la pression de rayonnement créée par les réactions de fusion nucléaire qui tend au contraire à dilater l'astre. Dans sa séquence principale, l'énergie produite est évacuée sous forme de vents stellaires et de flux géants de neutrinos, qui sont des leptons électriquement neutres. À noter que, en fonction de sa masse, l'étoile peut synthétiser des éléments tels que le carbone, l'oxygène ou le fer. Ce qui donc veut dire que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous sommes, provient des étoiles. Alors, lorsque la totalité de l'hydrogène a été consommée, l'étoile se dilate et évolue en étoile géante et très brillante. C'est ce qu'on appelle une supernova. On trouve dans l'univers des étoiles particulières, appelées étoiles à neutrons ou pulsars, qui sont très petites par leur taille, mais extrêmement denses, en rotation très rapide sur elles-mêmes et émettant un fort rayonnement électromagnétique et des signaux périodiques qui ont beaucoup intrigué les scientifiques. Leur découverte a été récemment, quand je dis récemment, c'est dans les années 1960, mais c'est récent par rapport au temps considérable de l'histoire de l'univers, par l'astrophysicienne britannique Jocelyn Bell Burnell. Alors, nous allons bien sûr parler d'une étoile particulière, puisque c'est la nôtre. Je veux bien évidemment parler du Soleil. Soleil qui nous procure la lumière, la chaleur et la vie. Rappelons que notre système solaire fait partie d'une galaxie appelée la Voie lactée et que
dans cette galaxie, il y a entre 100 et 200 milliards d'étoiles. L'extension de notre galaxie est égale au moins à 150 000 années-lumière, et notre galaxie se déplace à environ 600 km/s. Sa plus grande partie est composée d'une substance que nous appelons matière noire. Et le centre de la Voie lactée est constitué d'un objet céleste baptisé Sagittaire A, dont une des composantes, Sagittaire A étoile, est probablement un trou noir supermassif, trou noir dont je parlais tout à l'heure. Observée de la Terre, la galaxie ressemble à une bande blanchâtre en raison de l'accumulation d'une multitude d'étoiles. Le système solaire est situé sur le bord de cette structure en forme de disque. La mythologie grecque attribue l'appellation de Voie lactée à une giclée de lait échappée du sein d'Héra, sœur et épouse de Zeus, qui souhaitait voir son fils Héraclès devenir immortel. Héraclès chercha le sein d'Héra qui, le repoussant, laisse s'échapper une goutte de lait qui devient la Voie lactée. Alors, le Soleil s'est formé il y a longtemps. Il y a environ 4,5 milliards d'années. Alors, comment s'est formé le Soleil? Eh bien, l'hypothèse la plus couramment admise est que notre système solaire est né sous l'effet d'un effondrement gravitationnel d'une partie d'un nuage moléculaire géant. Une nébuleuse de millions d'années-lumière de diamètre. La plus grande partie du nuage initial s'est effondrée au centre de cette zone, formant le Soleil, alors que les restes épars de ce nuage géant ont formé un disque protoplanétaire composé de gaz et de poussière, à partir duquel se sont constitués les corps célestes, planètes et leurs satellites et astéroïdes. Dans l'état actuel des connaissances, le nuage géant, composé de masses de plasma, possédant un champ magnétique interne, en tournant sur lui-même, est le siège d'interactions de forces gravitationnelles, centrifuges, thermiques et magnétiques. Il se contracte en s'échauffant, en accélérant sa rotation, et il s'aplatit en disque nébulaire. Autour du centre de gravité se développe une condensation massive qui attire la quasi-totalité de la matière du nuage, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Dans le même temps, le disque se refroidit, se rétrécit et prend la forme d'un anneau de corpuscules se déplaçant sur des orbites très variées. Le Soleil est une étoile de type naine jaune qui transforme en son cœur de l'hydrogène en hélium par un processus de fusion nucléaire. La durée de vie du Soleil est estimée à 10 milliards d'années. Comme je vous ai dit qu'il s'était formé il y a environ 4,5 milliards d'années. Ceci veut dire qu'il nous reste plus de 5 milliards d'années d'existence du Soleil. Au bout de ce temps, qui est considérable pour nous, chaque seconde, le cœur du Soleil fusionne 620 millions de tonnes d'hydrogène en un peu moins de 616 millions de tonnes d'hélium. Cette perte de masse est lente, mais inexorable, irréversible, et nous permet de prédire de façon certaine que le Soleil va évoluer vers une fin de vie qui, si elle n'est pas très proche pour nous, est certaine. Alors, la physique quantique a permis d'identifier la chaîne de réaction qui s'opère dans la transformation de l'hydrogène en hélium, ainsi que les caractéristiques du rayonnement solaire qui se propage d'abord au cœur, jusqu'à la surface du Soleil, puis dans ce qu'on appelle la photosphère, c'est-à-dire la couche de gaz qui produit
la lumière visible, photosphère. Pour le Soleil, cette photosphère a une épaisseur d'environ 400 km et une température d'environ 6000 degrés Celsius. Alors au-delà de cette photosphère, on trouve plusieurs couches, la chromosphère, la couronne, l'héliosphère qui s'étend jusqu'aux confins du système solaire, appelée héliopause, et qui a été explorée par la sonde Voyageur qui est allée même au-delà de notre système solaire et qui continue à nous envoyer des données. Le Soleil se situe à environ 26 000 années-lumière du centre galactique et effectue autour de celui-ci une rotation en 230 millions d'années environ, et ce, à la vitesse de 217 km/s. Le Soleil tourne également sur lui-même avec une période de 27 jours. Sa masse représente plus de 99% de la masse totale de tous les corps célestes de notre galaxie. La température du Soleil est d'environ 15 millions de degrés centigrades en son centre et entre 3500 et 5500 degrés en surface. Le Soleil émet un rayonnement et transmet de l'énergie autour de lui, en particulier sur notre planète, énergie lumineuse et énergie thermique qui permettent la présence de l'eau à l'état liquide, la photosynthèse des végétaux et donc la vie sur Terre. Le Soleil continuera à évoluer. La fusion de l'hélium en son cœur produira des noyaux de carbone et d'oxygène. La matière des couches externes du Soleil sera répandue dans l'espace et donnera naissance à une nébuleuse planétaire qui servira de berceau à de nouvelles étoiles. À la fin, le cœur du Soleil s'effondrera sur lui-même pour former une naine blanche qui mettra plusieurs milliards d'années à se refroidir. Quand la température sera assez basse, le rayonnement thermique sera si faible que la naine blanche deviendra invisible. Le Soleil terminera sa vie en naine noire, un cadavre céleste si froid qu'il n'émettra plus aucune lumière. Alors, je reviens sur ce fait qu'il faut garder à l'esprit que notre système solaire n'est qu'une infime partie de notre galaxie. Notre galaxie, la Voie lactée, est une des centaines de milliards de galaxies de taille significative de notre univers observable. Et chaque galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire. Elles ont été mises en évidence dans les années 1920 par l'astronome américain Edwin Hubble. Elles sont de forme elliptique, spirale ou irrégulière. Des dizaines de milliers de galaxies ont été recensées, identifiées par un numéro et parfois une dénomination, telles que la galaxie d'Andromède, la galaxie du tourbillon et celle du sombrero. Au terme de cet exposé, au cours duquel de nombreux domaines n'ont pas pu être abordés, je souhaiterais venir brièvement à deux questions. Qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang et quel est le destin de notre univers? Sur la première question, la question de l'avant, autant vous l'avouer, il n'y a pas de réponse, en tout cas pas encore. Plusieurs hypothèses reposant sur la théorie de la relativité générale suggèrent l'existence d'un espace-temps inversé, ou celle d'un univers miroir, ou encore d'un univers en rebond, ou de la préexistence d'un univers infiniment petit et infiniment dense. Ceci voudrait dire que plus on remonte dans le temps, plus l'univers est petit, mais sa dimension
n'est jamais nul. L'instant zéro est inaccessible, ce qui prouve qu'il n'existe pas. À la deuxième question, celle qui concerne le destin de l'univers, je crains de ne pas pouvoir ici non plus vous donner de certitude. Il est désormais admis que l'univers est en expansion et que cette expansion s'accélère. L'énergie sombre, qui pourrait être l'énergie du vide quantique, remplit environ les 2/3 de la densité d'énergie de l'univers, nous l'avons vu au début du propos, agissant comme une force gravitationnelle négative, et donc susceptible d'expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette accélération peut être constatée par l'observation de supernovas lointaines. La nature exacte et l'évolution de l'énergie sombre ne sont pas aujourd'hui parfaitement connues. Concernant la fin de l'univers, le scénario le plus probable est celui dans ce qu'on appelle le Big Freeze, c'est-à-dire de la mort thermique de l'univers. À une échéance de l'ordre de 10 puissance 14, soit 100 billions d'années, l'univers continuant son expansion, les étoiles auront brûlé, c'est-à-dire auront consommé la totalité de leur hydrogène. La création de nouvelles étoiles aura cessé et l'univers deviendra de plus en plus sombre. Les galaxies s'évaporent et les trous noirs laissent échapper un rayonnement. Cette prédiction a été faite par le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking. Dans ce scénario, l'univers connaîtra une mort thermique, état dans lequel il atteindrait son niveau maximal d'entropie, c'est-à-dire de désorganisation et d'imprédictibilité. D'autres hypothèses, telles que le Big Crush, prévoient au contraire la contraction de l'univers, ou un Big Bang inversé, ou encore le Big Rip, qui prévoit une expansion illimitée de l'univers, en même temps qu'augmente de façon illimitée la matière noire. Pour finir ce propos sur l'histoire de notre univers, je voudrais vous proposer la conclusion suivante. Ce que nous voyons dans le ciel, et ce qui est en réalité ce qui s'est passé à l'endroit que nous observons il y a plusieurs minutes, ou plusieurs années, ou même bien davantage, ce que nous touchons, ce que nous sommes, trouve son origine dans le Big Bang. Alors nous pouvons retracer l'histoire de l'univers soit par l'observation, depuis la Terre ou depuis l'espace, soit par le calcul, soit par des installations telles que les accélérateurs de particules qui recréent les conditions des différentes phases de l'évolution de l'univers. On pourrait dire, pour terminer avec cette métaphore, que l'univers est une sorte de pudding au raisin, qui gonfle sans limite, et à l'intérieur duquel les grains de raisin, qui sont les galaxies, deviennent de plus en plus éloignés les uns des autres. Pour avoir un ordre de grandeur, l'univers a une expansion d'environ 20 millions de kilomètres par minute, sans que nous sachions, je vous l'ai dit, comment il évoluera dans le temps lointain. La science dispose donc aujourd'hui d'un récit de nos origines, ce qui a fait dire à l'illustre astrophysicien canadien Hubert Reeves, tout notre corps n'est qu'une poussière d'étoiles.